Dans le secteur du tourisme, il est une industrie qui ne cesse de se renouveler. Chaque année, les derniers paquebots de croisière construits viennent surpasser les records établis par les précédents. Nous suivons de très près le secteur et les bateaux sont toujours plus gros. Des navires gigantesques où chaque détail est pensé pour maximiser l'amusement des passagers à l'appui d'une technologie surdimensionnée. Il s'agit de faire une ville qui se déplace et qui se déplace pas n'importe où mais sur l'eau. Ces navires deviennent véritablement un complexe de loisirs complet. Les équipements à bord ont énormément progressé. Toujours plus grand, toujours plus spectaculaire. Les consommations d'eau, on peut monter à 200, 300, voire jusqu'à 400 ou 500 litres par jour et par personne. Alors comment on fait? On désalinise de l'eau. Un gros bateau de croisière, ses besoins énergétiques sont comparables à ceux d'une petite ville. L'un des défis que nous avons dû relever, c'est l'étanchéité du système. C'est très complexe, car il y a beaucoup de parties mobiles. Et on veut éviter de mélanger l'électricité à l'eau. C'est des moteurs qui sont extrêmement puissants parce qu'il faut propulser à une quarantaine de km/h des bateaux qui peuvent faire 60-70 000 tonnes, voire plus. Quand vous commencez à faire tourner ce système, vous pouvez arrêter le navire avec une rapidité déconcertante. On peut avancer entièrement grâce à la puissance des batteries. À 25 km/h, on peut tourner dessus pendant 30 minutes à 1 heure. C'est le mariage des méthodes traditionnelles et des technologies de pointe. La principale source d'énergie du navire sera de l'électricité verte, issue de l'éolien et de l'hydraulique. On dit qu'il faut voir grand et commencer petit. Ici, on a vu grand et on a commencé grand. On a pu le faire ici, on peut le faire partout. Les entreprises qui aujourd'hui prennent ces choses en considération auront leur place. Celles qui ne prennent pas le sujet au sérieux disparaîtront. Dans le secteur maritime, les paquebots de croisière sont les navires de tous les superlatifs. Des géants technologiques flottants qui accueillent de plus en plus de passagers. L'industrie de la croisière n'a fait que se développer ces dernières années. On est passé de 13 millions de passagers en 2004 à 30 millions en 2019. Pour attirer les vacanciers, les armateurs parient sur des paquebots toujours plus grands. C'est une industrie qui s'est énormément démocratisée depuis 10-20 ans, du fait justement de ces navires géants. Parce que plus ils sont gros, plus on a de gens à bord, plus on massifie, moins ça coûte cher à l'unité, donc plus ça devient abordable. Et aujourd'hui, c'est plus du tout une activité qui est réservée pour les vacances des riches. On a tout type de personnes qui viennent à bord parce qu'on peut partir pour quelques centaines d'euros. Certaines compagnies se font concurrence sur la taille. Elles veulent les plus gros navires. On a une course au gigantisme, on fait des objets de plus en plus grands parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des coûts incompressibles et que faire un grand bateau qui contient 2 N personnes, eh ben c'est moins cher que faire 2 bateaux qui contiennent chacun N personnes. 2000 personnes, c'est moins cher que 2 de 1000 personnes. Coût de fabrication des navires les plus récents, environ 1 milliard d'euros l'unité. Et leurs dimensions sont invraisemblables. Ces paquebots sont plus grands que la Tour Eiffel. Ils dépassent les 360 mètres de long. Leur jauge se situe entre 620 et 710 000 mètres cubes. 5 fois le volume du Titanic. Alors là, on atteint effectivement des tailles, des gabarits qui sont complètement inédits. On n'a jamais vu ça. Le plus gros navire du monde est sorti en décembre 2023 de Finlande, surclassant des bateaux construits à Saint-Nazaire ces dernières années. De peu, mais les surclassant quand même. Au tournant des années 2000, un paquebot géant, c'était un navire de 100 000 tonneaux et 1 millier de cabines. Aujourd'hui, on a des bateaux de plus de 2800 cabines pour les plus gros.
Ces paquebots immenses, qui comptent entre 15 et 20 étages, appelés des ponts, peuvent accueillir entre 6 000 et 7 500 passagers. Ajouté aux membres d'équipage, cela représente près de 10 000 personnes à bord. Sur ces dizaines d'étages sont répartis cabines, restaurants et salles de spectacle. Pour tous les passagers de ces villes flottantes, il y a un maître mot à bord, le divertissement. Les équipements à bord ont également énormément progressé. Toujours plus grand, toujours plus spectaculaire. Et donc on continue à chaque fois, à chaque navire, on rajoute de l'activité, des choses encore plus grandes, encore plus grosses. Pour convaincre les vacanciers, les croisiéristes rivalisent de créativité. Restaurants et bars par dizaines. Salles de spectacle et animations en tout genre. Les paquebots de croisière sont devenus de véritables parcs d'attractions sur l'eau. Ces mégastructures des mers sont bien éloignées des paquebots de ligne historiques. En un siècle, la fonction de ces navires a changé du tout au tout. Un paquebot, c'est d'abord fait pour transporter des passagers. Si on remonte au 19e siècle, dans un contexte où il y a de plus en plus de nécessité d'échange entre les continents, bien pour aller d'un continent à l'autre, on n'a que le bateau. Donc au départ, c'est surtout une nécessité de déplacement. Ces paquebots mythiques, à la silhouette élancée, opéraient principalement des liaisons transatlantiques. Le Normandie, construit en 1932, pouvait dépasser les 32 nœuds de vitesse, soit près de 60 km/h. Chaque pays va avoir des compagnies qui vont développer des paquebots de ligne et la concurrence va être féroce. La concurrence, elle va se jouer sur la vitesse, mais aujourd'hui, on n'est plus là-dessus. On avait des navires qui transportaient des passagers partout, et tout ça s'est terminé à partir des années 70 avec l'arrivée de l'avion et le développement énorme de l'avion commercial qui justement a permis d'aller plus vite pour moins cher. Donc plus on va pouvoir faire de rotations rapides avec des avions qui vont embarquer de plus en plus de passagers, le paquebot est condamné. Pour ne pas disparaître, l'industrie évolue. Le paquebot ne doit plus être un moyen de transport, mais une destination en soi. Dans les années 80, on va construire des paquebots qui sont faits uniquement pour le loisir. C'est-à-dire que ce sont des paquebots qui, la plupart du temps, vont longer les côtes. On va aller d'un port à l'autre, on va faire des excursions. Et puis à bord, cette fois, il y a beaucoup plus de loisirs qui sont proposés. Ces navires deviennent véritablement un complexe de loisirs complet. Et ça change complètement la nature. Aujourd'hui, quand on embarque à bord d'un paquebot, on embarque pour se promener, pour être avec d'autres évidemment, mais juste pour du loisir. Pour métamorphoser ces navires de transport en gigantesques hôtels et parcs de loisirs sur l'eau, toute la conception des paquebots a dû être modernisée. Les bateaux de croisière géants sont construits pour la plupart en Europe, sur des chantiers navals aux dimensions extraordinaires. Le rebond de la croisière moderne a changé des choses en termes de construction. Si on regarde aujourd'hui un paquebot de croisière moderne, il a beaucoup d'étages, donc ce qu'on appelle le tirant d'air, tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, est plus important que le tirant d'eau, ce qui est en dessous. Pour élever la dizaine de ponts qui constituent les navires modernes, impossible de commencer par la coque, puis de progresser étage par étage, comme on le faisait pour les paquebots de ligne. Les chantiers navals ont dû inventer une toute nouvelle manière de construire. Il faut voir qu'on est en train de parler d'une masse de 50 à 60 000 tonnes de structure. Évidemment, ça ne peut pas se construire comme ça en une fois.
Le premier travail dans le chantier, c'est une fois qu'on a dessiné le bateau, c'est de le découper en blocs. La coque, en fait, c'est des milliers de pièces métalliques qui sont découpées. Ensuite, on fait des panneaux. Après, on fait des blocs. Et ensuite, on assemble les blocs. À l'intérieur du chantier, semblable à une cathédrale, de gigantesques portiques permettent de soulever ces blocs massifs. Et un paquebot géant, aujourd'hui, c'est en gros une cinquantaine de blocs. Des blocs qui peuvent aller jusqu'à un poids de 1200 tonnes. La tendance actuelle, depuis quelques dizaines d'années, c'est de non seulement fabriquer la structure du bateau, mais aussi de le préarmer. En construction navale, le préarmement consiste à installer en amont dans le bloc tout l'équipement nécessaire au fonctionnement du navire. Câblage électrique, tuyaux d'arrivée d'eau ou système de communication par exemple. Donc dedans, il y a tous les fils, tous les tuyaux, il y a tout ce qu'il faut. On amène ça sur la forme de construction, on le pose à sa place, on soude les bords et on raccorde tout ce qui est câbles et tuyaux. Et comme ça, c'est un grand jeu de Lego, sauf que les Lego, ils pèsent quelques milliers de tonnes. Au fur et à mesure de l'installation des blocs, certaines des pièces maîtresses du navire sont encastrées dans la structure, comme les moteurs ou les cuves de carburant. Dans ce gigantesque puzzle, rien n'est laissé au hasard. Le positionnement de chaque élément est calculé pour assurer la tenue en mer du navire. Je vais vous prendre une image hardie, un culbuto. Vous connaissez ce jouet d'enfant, il y a une grosse masse qui touche la table, et puis le reste de l'objet du jouet est plus léger, et quand on bascule l'objet, il revient à sa position, parce qu'il est très lourd en bas. Les bateaux, c'est exactement pareil. Donc, ce qu'on veut, c'est que le centre de gravité soit le plus bas possible. Il faut donc que la partie de structure en bas soit plus lourde que la partie de structure en haut. On fabrique le bas en acier, le haut en aluminium, parce que l'aluminium est beaucoup plus léger que l'acier. Pour garantir le bien-être des passagers à bord, des systèmes de stabilisation dynamique sont en plus intégrés à la coque du paquebot. La stabilité la plus problématique, c'est ce qu'on appelle le roulis. Donc le roulis, c'est quand le bateau tourne tribord-bâbord. Et donc ça, c'est particulièrement inconfortable pour les passagers. C'est une cause de mal de mer bien connue. Et donc ils vont stabiliser le bateau pour empêcher ça. Les navires sont équipés d'une ou de deux paires d'ailerons qui sortent de sa coque en cas de roulis pour le stabiliser. Ces ailes sous-marines, longues de plusieurs mètres, sont orientables pour compenser le mouvement des vagues. Nous avons deux stabilisateurs, un de chaque côté du bateau. On dit souvent que c'est comme l'aile d'un avion. Il y a même un petit volet sur l'arrière qui sert d'aileron pour compenser les mouvements d'un côté vers l'autre. Ça fonctionne grâce à un capteur qui tente en permanence de régler ce qu'on appelle l'angle de gîte, de le réduire à zéro. Chaque détail est pensé pour que le paquebot devienne un village de vacances le plus confortable et divertissant possible. Pour que tout soit prêt à temps, les cabines sont entièrement fabriquées et équipées en usine. À leur arrivée, elles sont directement encastrées sur les ponts. C'est la construction modulaire en fait, c'est des modules qu'on fabrique et avec déjà un certain nombre d'équipements à bord. Ça permet de gagner du temps. Sur les chantiers navals, toute économie de temps est bonne à prendre. Les paquebots doivent être fabriqués en des temps records. Ce sont des bateaux qui sont extrêmement compliqués. Il faut construire tout ça en 2 à 3 ans. Difficulté supplémentaire, aucun méga paquebot ne ressemble au précédent. Les armateurs aiment bien avoir des objets uniques. C'est ce que les Américains, les anglo-saxons en général, appellent
one of a kind. C'est pas un prototype, parce qu'un prototype a pour vocation de ne pas être vendu. C'est l'objet final qui est fait en un seul exemplaire, ou maximum des très très courtes séries, 2 ou 3 exemplaires. Pour se démarquer, les armateurs tentent à chaque nouveau navire de réinventer la silhouette des paquebots. Tous les nouveaux bateaux doivent être équipés de designs à couper le souffle. Sur l'Icon of the Seas, dernier né de la Royal Caribbean, un dôme de 3000 mètres carrés a été installé à la proue du navire. Plus de 363 tonnes d'acier et de verre pour former un solarium unique, abritant également des restaurants, des bars et un théâtre aquatique. On arrive avec des théâtres géants de plus de 2000 places, des effets spéciaux, du son, lumière qu'on n'aura même pas dans les grandes salles terrestres. On peut trouver des choses équivalentes à un zénith. Après 8 mois de construction, 80 heures de travail ont été nécessaires pour poser le dôme sur le navire. Une grue spécifique a même dû être inventée pour l'occasion. Sur les chantiers des méga-paquebots, bien que les pièces soient gigantesques, leur installation relève du travail d'orfèvre, au millimètre près. À l'intérieur aussi, chaque navire est différent. Galeries marchandes, jardins intérieurs, espace pour les enfants, œuvres d'art exceptionnelles. Le design sert à rendre chaque expérience de croisière exclusive, jusque dans les cabines. Les derniers navires ont introduit une nouvelle tendance dans les grands navires de croisière. C'est la capacité d'avoir ouvert le centre du navire. Et ce qui fait que sur chaque bord, on a des superstructures qui contiennent des cabines à passagers, et toutes les cabines ont un balcon. Alors il y a des balcons vue mer, il y a des balcons vue intérieur du bateau, mais il y a des balcons partout. Pour rendre leur paquebot unique, les croisiéristes font aussi le pari d'équipements de loisirs toujours plus nombreux et sensationnels. Imaginés et construits par des professionnels des parcs aquatiques, ils sont conçus pour s'intégrer directement à la forme du navire. On voit que les compagnies sont pleines d'imagination, puisqu'on a des énormes toboggans aquatiques qui vous font descendre les 10 ponts d'un seul coup. L'Icon of the Seas, par exemple, a été agrémenté de 7 piscines et de 6 toboggans. Au total, plus de 250 000 tonnes d'équipements de loisirs. Pour installer tous ces systèmes sur les navires, de multiples entreprises sous-traitantes doivent se coordonner sur les chantiers navals. Ça nécessite un savoir-faire considérable en termes de conception pour pouvoir rentrer tous les équipements à l'intérieur d'un bateau avec toutes les contraintes de sécurité qui peuvent aller avec, et manager tous les corps de métier, des centaines d'entreprises sous-traitantes qui doivent arriver à l'heure au bon moment pour pouvoir construire ce bateau dans les temps. C'est une ruche, un chantier naval comme ça. C'est quelque chose de... J'ai même pas en tête une autre industrie qui est comme ça. C'est vraiment ce phénomène de ruche où on peut avoir 2 000 à 3 000 personnes qui travaillent sur ces bateaux qui sont gigantesques. Autre point fort à bord de ces méga paquebots, le luxe. Certains ont même poussé le raffinement jusqu'à rappeler dans les moindres détails le style de certains grands paquebots de l'histoire. C'est quand même, s'il y a quelque part un rêve du voyage en mer. Un rêve poussé au paroxysme du divertissement et de l'évasion sur certains navires. À l'autre bout du spectre, il y a aussi un développement considérable du nombre de petits navires, donc des petits bateaux de luxe. Donc là, on parle de bateaux de quelques centaines de passagers, parfois seulement une centaine. Ces images promotionnelles du Seven Seas Splendor
illustre le grandiose des paquebots ultra haut de gamme. Lustres en cristal, bois précieux, escaliers monumentaux ou encore cabines dignes des plus grands palaces, dans ces navires somptueux, le travail des décorateurs prend toute son importance. Après 2 à 3 ans de construction, le paquebot peut être mis à l'eau pour rejoindre sa destination de croisière. Au cœur du navire, c'est le moment où les moteurs se mettent à vrombir. Pour permettre à la mégastructure marine de se déplacer sur l'eau, des systèmes de propulsion extrêmement performants sont nécessaires. Sur les paquebots, vous allez trouver ce qu'on appelle des diesels alternateurs, c'est-à-dire des gros moteurs diesel qui font tourner un alternateur qui génère de l'électricité pour faire tourner les moteurs électriques. C'est des moteurs qui sont évidemment extrêmement puissants parce qu'il faut propulser à une vingtaine de nœuds, c'est-à-dire une quarantaine de km/h, des bateaux qui peuvent faire 60-70 000 tonnes, voire plus en poids. Et donc on met des moteurs qui sont gréés pour ça. La puissance, ça dépend des bateaux, mais on est entre 20 et 30 MW. Donc ça commence à être beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, une éolienne qu'on met à terre, elle fait dans les 5-6 MW. C'est-à-dire que pour alimenter le bateau, il faut mettre 5 à 6 éoliennes juste pour le besoin de la propulsion, sans parler du reste. Traditionnellement, les paquebots sont équipés de propulsion à ligne d'arbre. Le moteur diesel, situé dans la cale du bateau, actionne un alternateur. Celui-ci alimente un moteur électrique qui entraîne l'arbre de transmission. L'arbre fait tourner l'hélice qui propulse le paquebot. Et puis, derrière l'hélice, on met le safran, ce que vous appeliez jusqu'à aujourd'hui, j'imagine, un gouvernail. Le safran, c'est donc le plan qu'on fait tourner pour faire tourner le bateau. Alors, je mets mes deux mains parce qu'il y a beaucoup de bateaux, de gros paquebots qui ont deux lignes d'arbres, donc 2 safrans. Mais depuis 30 ans, un autre système s'est imposé à bord des paquebots de croisière. Une propulsion novatrice qui a métamorphosé la manière de manœuvrer ces navires géants. Désormais, plus d'arbres de transmission à l'intérieur du bateau. Tout le système de propulsion est placé dans une nacelle à l'arrière du navire, le pod. Alors les pods, ce sont quoi? Ce sont des moteurs qui sont extérieurs. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'intérieur du bateau, ce sont des moteurs électriques qui sont mis dans une nacelle qui trempe dans l'eau et qui a une hélice au bout de ce pod. L'arbre est donc déporté à l'intérieur du pod, avec les autres éléments du système de propulsion. Le moteur électrique actionne cet arbre de transmission beaucoup plus court, qui entraîne l'hélice. Le moteur est un moteur dit électromagnétique. Une fois que du courant y est envoyé, cela crée un courant électromagnétique qui fait tourner le rotor. Cette rotation entraîne ensuite l'hélice. Ce système compact a révolutionné l'industrie des croisières. Sans l'arbre de transmission, on libère beaucoup d'espace. On ne restreint donc pas le développement ou le design du navire. La propulsion par pod permet surtout de répondre à une problématique constante pour les armateurs, l'économie d'énergie. En comparaison avec la ligne d'arbre, ce système consomme jusqu'à 20% de carburant en moins. Si vous réfléchissez au système d'arbre de transmission, il implique beaucoup de parties mécaniques en mouvement.
Cela signifie qu'il y a beaucoup de friction et donc une déperdition importante d'énergie. Avec les composants qui sont dans l'azipode, il n'y a pas autant de friction et donc pas autant de pertes. L'énergie se transmet alors beaucoup plus efficacement. C'est en Finlande, dans cette usine, qu'ont été inventés les premiers pods dans les années 90. L'un des défis que nous avons dû relever, c'est l'étanchéité du système. C'est très complexe, car il y a beaucoup de parties mobiles. Et on veut éviter de mélanger l'électricité à l'eau. Nous avons réussi à développer une très bonne solution. Un système de 5 joints qui fait barrière très efficacement entre l'eau de mer et l'azipode. Bien sûr, à l'intérieur de l'azipode, un deuxième système de sécurité est installé. Un ensemble de joints appelé interespace, totalement étanche à l'air et à l'eau. Aujourd'hui, c'est encore ici que se fabriquent les systèmes de propulsion parmi les plus grands au monde. Pour les gros azipodes, ça prend l'assemblage lui-même, ça prend entre 2 mois et 2 mois et demi. Le projet lui-même, dans sa globalité, c'est à environ 3 ans. Les méga paquebots de croisière sont équipés de 2 à 3 pods d'une puissance pouvant atteindre 22 mégawatts chacun. Un azipode, ça pèse en moyenne entre 140 et 300 tonnes en fonction du modèle et de la configuration. Donc c'est assez compliqué à bouger. Ici, les pièces qu'on voit, elles ne sont pas complètement assemblées, donc elles sont un peu plus légères ou en tout cas moins lourdes. Mais quand on arrive à la phase de test, ils sont quasiment tout assemblés. Donc là on arrive à des masses et des poids qui sont assez importants. Ces systèmes de propulsion énormes, à la mesure des super paquebots auxquels ils sont destinés, ne servent pas qu'à les faire avancer. Ils facilitent aussi leur pilotage. L'avantage, c'est que ça fait non seulement propulseur, mais en plus, ça permet de faire gouvernail et ça permet de beaucoup mieux manœuvrer. C'est-à-dire qu'on peut presque faire un créneau comme une voiture avec un bateau de 300 mètres de long. Grâce à ces pods qui sont à l'arrière, le bateau est complètement autonome pour faire des manœuvres. Il est extrêmement manœuvrant. Dans l'univers du paquebot, le pod a transformé la façon de piloter. Les commandants de bord ont donc la nécessité de s'entraîner avant de diriger les mastodontes des mers, comme ici, dans ce simulateur extrêmement réaliste, installé au sein même de l'usine. Ici, nous pouvons nous entraîner sur un scénario très concret. C'est très facile et assez amusant à utiliser. Sébastien, le formateur, contrôle à la fois la puissance et l'orientation des hélices. Le terme azipode vient de la propulsion azimutale. Et la propulsion azimutale, ça signifie que vous avez une hélice qui ne tourne que dans un sens, qui s'appelle une hélice à traction. Quand vous commencez à faire tourner ce système, vous orientez la poussée dans la direction vers laquelle vous souhaitez aller. Donc par exemple, si je veux virer à tribord, je tourne mes azipodes de manière à ce qu'ils tirent la poupe du navire à bâbord et la proue va à tribord. Orientables à 360 degrés, les pods offrent une nouvelle fonctionnalité étonnante au paquebot. Freiner, presque aussi efficacement qu'en voiture. Nous pouvons arrêter le navire avec une rapidité déconcertante. Nous allons bientôt entrer dans le port. Notre vitesse est en train de réduire, on est à 5 nœuds et ça continue à baisser. Et quand on arrive à 5 nœuds, on peut actionner le frein. Ça signifie qu'on fait tourner les azipodes facilement et en toute sécurité, jusqu'à ce qu'ils soient dans la direction opposée à celle du bateau. Donc la poussée va nous permettre de réduire notre vitesse. En tournant les pods à 180 degrés quand le bateau passe sous les 10 km/h, la propulsion s'inverse. Le paquebot est tiré dans le sens opposé à sa direction, permettant un freinage rapide du navire. Cet équipement permet au paquebot de manœuvrer en autonomie dans les ports, sans l'aide de remorqueurs. Maniabilité, gain de place, économie d'énergie. La propulsion par pod a su convaincre les armateurs.
plus d'une centaine de paquebots de croisière dans le monde sont équipés de ce système. Mais le pod n'est pas la seule manière de réduire la consommation de carburant des navires. Ce paquebot norvégien, équipé d'une propulsion à ligne d'arbre, a lui aussi su se moderniser. Dans la salle des machines du navire, construit en 1993, c'est un système flambant neuf que le chef mécanicien surveille. Après 6 mois de travaux, le bateau a été équipé de batteries qui peuvent compléter le fonctionnement des moteurs. En ce moment, nous avons les moteurs principaux 1 et 2 qui tournent. Ça passe par cette boîte de vitesse. La ligne d'arbre produit de l'énergie grâce à un transformateur. Puis cette énergie est distribuée à la partie hôtel ainsi qu'à tous les autres équipements à bord. Elle servira en plus à charger les batteries. En fait, cela fait beaucoup de possibilités. En marche, les moteurs diesel du paquebot entraînent un alternateur pour produire de l'électricité. Celle-ci alimente le système de propulsion, mais permet aussi de recharger les batteries. Quand les batteries sont pleines, les moteurs peuvent être coupés. Les batteries envoient alors de l'électricité vers le système de propulsion, permettant de faire avancer le navire. On peut avancer entièrement grâce aux batteries, mais pour un temps limité et en fonction de la vitesse du bateau. En moyenne, si on avance à 25 km/h, on peut tourner sur les batteries pendant 30 minutes à 1 heure. Cette nouvelle fonctionnalité est essentielle pour permettre aux paquebots de naviguer dans certains fjords protégés. Le reste du temps, les 2 packs de batteries, chacun de 1120 kWh, permettent surtout de compenser les pics de consommation. Les batteries viennent alors compléter les moteurs lors des moments les plus gourmands en carburant, comme une accélération ou du mauvais temps. Elles fonctionnent de concert avec les moteurs pour maintenir une consommation stable de carburant. La plupart du temps, on utilise les batteries pour les manœuvres, qui nécessitent à la fois les propulseurs principaux et les propulseurs d'étrave. Quand on a besoin de plus d'énergie, on utilise celle fournie par les batteries plutôt que celle du moteur. C'est aussi un système de secours. Si jamais on tombe en panne et qu'un des moteurs ne tourne plus, les batteries prennent le relais. Elles alimentent le système de propulsion. En diminuant l'utilisation des moteurs, l'hybridation du paquebot a permis de réduire de 25% sa consommation de carburant. Une économie non négligeable, car les navires de croisière sont d'importants consommateurs d'énergie. Et celle-ci ne sert pas seulement à faire avancer le navire. Chaque paquebot de croisière est une ville flottante, illuminée en permanence. Et comme une ville, le navire est équipé d'un réseau électrique impressionnant. Pour que le bateau tienne toutes ses promesses de divertissement auprès des passagers, une quantité considérable d'énergie est nécessaire. Les paquebots de croisière utilisent un carburant d'origine fossile. C'est ce carburant qui va leur permettre d'avancer sur l'eau, mais c'est aussi ce carburant qui va leur permettre de produire de l'électricité, qui va alimenter tous les services à bord. C'est-à-dire alimenter les systèmes de sécurité, les portes, les ascenseurs, la climatisation, qui est un poste extrêmement important sur un navire à passagers. La climatisation est peut-être le poste le plus gourmand après la propulsion. Et puis faire fonctionner évidemment les fours dans les cuisines, faire son eau chaude, etc. Les paquebots modernes ont des réseaux de communication interne qui valent ce qu'on peut trouver dans les entreprises les plus évoluées technologiquement. Il y a de la télévision, du téléphone, du Wi-Fi, de l'Internet qui passe à travers tous ces réseaux. Donc c'est vraiment un défi technologique.
Mais les équipements hôteliers ne sont pas les seuls consommateurs d'énergie. Dans ces parcs d'attractions sur l'eau, chaque activité de loisir demande de l'alimentation. Les zones récréatives sont des zones qui ont besoin d'électricité, que ce soit pour faire de la musique, de la lumière, faire tourner des manèges, ou Dieu sait quoi. Donc il faut adapter l'usine de production d'électricité du bord à servir tous ces besoins. En mer, pas de centrale nucléaire ou d'éoliennes embarquées. Tout revient à la salle des machines. L'usine électrique de cette ville sur l'eau, ce sont ses moteurs. Quand ils tournent, les moteurs produisent de l'énergie pour alimenter le système de propulsion. Mais une partie de celle-ci, transformée en électricité, est aussi envoyée partout dans le navire pour satisfaire les besoins des passagers et de l'équipage. C'est une consommation d'électricité qui est en effet importante. Généralement, on a tendance à dire qu'un gros bateau de croisière, ses besoins énergétiques sont comparables à ceux d'une petite ville. En moyenne, seulement 50% de l'énergie produite à bord sert à la propulsion. Tout le reste alimente en électricité l'hôtel, les restaurants ou les activités de loisirs. Mais fournir de l'électricité ne suffit pas à transformer un bateau en ville flottante. Un autre élément essentiel doit être géré en toute autonomie. Les vacanciers en profitent allègrement, sans y réfléchir. C'est l'eau. Son traitement est un chantier colossal et permanent pour les méga-paquebots. Les consommations d'eau en France, par exemple, au niveau terrestre, on est à peu près sur 150 litres d'eau utilisés par jour et par personne. Sur les paquebots de croisière, notamment avec tout ce qui est aménagement à bord, on peut monter à 200, 300, voire jusqu'à 400 ou 500 litres par jour et par personne. Donc on a des consommations d'eau qui sont parfois plus importantes que dans des villes. Et du coup, on doit faire encore plus attention à la gestion de l'eau à bord. Sur des bateaux occupés par des milliers de passagers, impossible d'embarquer de telles quantités d'eau douce. Avec 10 000 personnes, effectivement, si on devait stocker quelques litres d'eau par personne et par jour sur le plus gros paquebot du monde, ça serait un petit peu compliqué de tenir une semaine. En tout cas, ça prendrait beaucoup d'espace. Alors comment on fait? Comme sur tous les bateaux, qu'ils soient civils ou militaires, on désalinise de l'eau. Pour produire de l'eau potable à partir d'eau de mer, la plupart des paquebots de croisière ont recours à un système ingénieux basé sur la physique, l'osmoseur inversé. L'eau de mer est placée dans une cuve, séparée d'une autre cuve d'eau douce par une membrane semi-perméable. Une force de pression est appliquée sur l'eau salée qui est poussée vers la membrane. Sur sa surface, de minuscules trous permettent le passage des molécules d'eau, tout en bloquant les molécules de sel. On met une pression de 60 à 80 bars, ce qui va permettre donc de faire passer uniquement l'eau à travers les pores de la membrane qui sont nanométriques. Et on a un rendement d'environ 50%. Donc 50% de l'eau va réussir à passer à travers la membrane pour être pure. Et le reste, on va avoir 50% d'eau concentrée avec le sel qui sera rejeté. L'eau est alors désalinisée, mais pas encore potable. Une fois qu'on a de l'eau osmosée, elle est trop déminéralisée pour être considérée comme potable. Il n'y a plus de minéraux dedans, on est vraiment sur une base qui est pure. Pour qu'on soit sur de l'eau potable, on va rajouter des minéraux dedans, et là on pourra dire qu'elle est potable. Devenue propre à la consommation, l'eau est envoyée à travers le navire pour servir dans les douches, les cuisines ou pour les piscines. Une fois utilisée, c'est un nouveau circuit qui se met en marche pour traiter les eaux sales. Cette eau, évidemment, les retraiter. Les eaux usées ne sont pas rejetées à la mer, c'est interdit. La réglementation internationale, elle est extrêmement stricte par rapport à ça. Et les seules eaux qui sont rejetées par les bateaux sont des eaux qui ont été traitées au point qu'elles sont quasiment buvables.
Pour traiter les eaux usées à bord des bateaux, en fait, on a des stations d'épuration. C'est la même chose qu'une station d'épuration qu'on va retrouver dans les villes, mais avec des contraintes qui sont particulières. Elles doivent être beaucoup plus compactes, elles doivent résister aux intempéries, au roulis, à la gîte, et surtout, elles ne peuvent pas être en défaillance. Elles doivent fonctionner à 100% tout le temps. Donc il y a un challenge supplémentaire par rapport à de l'épuration terrestre. À Sète, dans le sud de la France, une usine d'épuration semblable à celles installées dans les paquebots de croisière a été construite à terre pour gérer les eaux du port. Ici, on filtre 22 000 litres d'eau par jour qu'on recycle et qu'on réutilise. C'est à peu près pour 400 personnes. Sur les paquebots, on concentre plus les systèmes, ce qui permet d'aller sur des débits beaucoup plus importants. Pour recycler les eaux usées, un traitement biologique à base de bactéries est installé dans ces cuves. Ici, on est au cœur du traitement biologique. Donc, on a les grilles d'aération en fond de cuve qui permettent en fait d'envoyer de l'air dans le système. Ça va développer les bactéries aérobies, celles qui sont sans odeur et qui viennent dégrader les polluants. Et en même temps, on a les membranes de filtration qui sont immergées au fond de la cuve et qui, elles, vont permettre de séparer du coup les polluants qui restent dans la cuve jusqu'à être traités de l'eau qui est extraite et purifiée. Il faut 2 à 3 jours pour traiter ces eaux sales. L'eau qui est séparée physiquement par la membrane, donc les polluants restent dans la cuve et l'eau est séparée, elle est extraite via la pompe qui est ici et on la retrouve ici. Et c'est une eau qui est totalement réutilisable. Ici, on a vraiment de l'eau qui peut être directement réutilisée et derrière, on peut la potabiliser même pour la consommer. Sur les paquebots, la réglementation ne permet pas d'utiliser l'eau recyclée pour la boire. Elle servira uniquement aux usages techniques, par exemple le nettoyage des ponts. La part d'eau qui n'est pas réutilisée pourra être rejetée en mer sans perturber les écosystèmes. Mais les impressionnantes villes sur l'eau que sont les paquebots de croisière doivent continuer à se réinventer. Le vrai problème, c'est que les bateaux de croisière utilisent un carburant d'origine fossile. En 2022, on a calculé que les 218 bateaux de croisière qui naviguaient dans les eaux européennes auraient émis 8 millions de tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent, grosso modo, de 50 000 vols Paris-New York. Avant que les navires ne se modernisent, certaines villes portuaires ont pris des mesures radicales. Depuis 2021, les paquebots de plus de 180 mètres de long sont interdits de séjour à Venise pour préserver les structures de la ville et son air. Car à quai, les moteurs des paquebots sont obligés de tourner en permanence. Quand vous êtes en zone Caraïbe ou vous êtes en zone Méditerranée en été, si vous coupez l'énergie bord, vous allez couper la clim et il n'est pas impossible que les passagers soient mécontents. Donc il n'est pas question de couper l'énergie bord. La combustion des carburants que les bateaux de croisière utilisent va générer énormément de pollution atmosphérique, telles que des émissions de soufre, des émissions d'oxyde d'azote, des émissions de particules fines. En attendant de trouver le carburant du futur, toute l'industrie maritime s'est emparée de cette question et développe des solutions technologiques novatrices. L'avenir se dessine notamment à Rotterdam, dans le plus grand port d'Europe. Avec plus de 100 000 navires accueillis par an, moderniser le port est une problématique constante. Le port de Rotterdam a de grandes ambitions en matière de climat. Moins 50% de CO2 en 2030, la neutralité carbone en 2050. Pour réduire ses émissions, le port doit s'allier avec les armateurs des plus grands bateaux. Parmi eux, le SSCV Tialf est l'un des navires grues les plus puissants au monde. Ce navire énorme, qui sert à la construction de plateformes offshore, passe de longs mois à quai pour son entretien. Ici, trouver une solution pour couper les moteurs était impératif.
Nous souhaitons que toute notre flotte soit plus verte. La première chose à faire, c'est d'installer l'électrification à quai pour tous nos navires. L'électrification à quai est une solution novatrice qui repose sur un principe simple: brancher les bateaux sur le réseau électrique terrestre. À quai, les navires sont reliés à un transformateur électrique situé sur la terre ferme. Le courant est envoyé à un tableau électrique installé sur le bateau pour redistribuer l'électricité en fonction des besoins. Hôtel, climatisation, système de sécurité par exemple. Une fois le navire branché, les moteurs peuvent être entièrement coupés. C'est un énorme changement pour nous. En général, l'hiver est consacré à la maintenance et aux réparations. Avec l'électrification à quai, on économise 75 tonnes de CO2 par jour. À bord du navire, la qualité de l'air s'est améliorée. L'air est plus propre parce qu'on ne se sert plus des moteurs. Pour les riverains, cela représente aussi un gros avantage car il n'y a plus de pollution sonore. C'est tout simplement mieux pour tout le monde. Cette solution presque évidente est pourtant complexe à mettre en place pour des bateaux de la taille du SSCV Thialf. De nombreux travaux ont été nécessaires pour que les navires soient compatibles avec l'électrification à quai. On a changé tous les panneaux électriques, on a installé un énorme tableau, c'est un très gros chantier. Le navire n'avait pas été conçu pour recevoir l'électricité du port, et il nous a fallu 4 à 5 mois de travaux pour que ce soit possible. Ici, l'installation électrique fournit une puissance considérable au bateau grue. 20 MW, soit la puissance nécessaire pour alimenter 4000 foyers en énergie. L'électrification à quai pourrait donc s'appliquer à tous les méga-paquebots de croisière. L'électrification à quai fonctionne pour tous les bateaux. La preuve est juste derrière moi. On dit qu'il faut voir grand et commencer petit. Ici, on a vu grand et on a commencé grand. Si on a pu le faire ici, c'est faisable partout. Aujourd'hui, les installations nécessaires à l'électrification à quai sont intégrées dès la conception des nouveaux paquebots de croisière. Mais très peu de ports sont déjà équipés de ce système. L'application de la haute tension, donc des systèmes pour des bateaux de croisière par exemple, est plus compliquée. Ça nécessite plus de collaboration entre ceux qui transportent l'électricité, ceux qui le génèrent, et ensuite les croisiéristes qui, eux, doivent vraiment définir leurs besoins quand ils sont à quai. Il y a deux défis. Pour l'électrification à quai, il faut un gros investissement de départ. Ensuite, ça nécessite beaucoup de compétences techniques que les ports et les armateurs n'ont pas forcément. L'électrification à quai deviendra obligatoire en Europe en 2030. Elle permettra de réduire de 12% les émissions de CO2 de tous les navires à passagers. Mais d'autres solutions innovantes permettent déjà de révolutionner l'efficacité énergétique des paquebots de croisière. Sur ces immenses navires, l'énergie produite est utilisée au maximum de ses possibilités. Généralement, les bateaux de croisière modernes sont construits de telle manière à récupérer les pertes d'énergie potentielles. Donc, par exemple, on va penser à des systèmes qui vont utiliser la chaleur des gaz d'échappement pour produire de l'électricité, chauffer de l'eau. On essaie de créer un bateau qui va utiliser toute l'énergie possible à bord. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des progrès. Les chantiers de Saint-Nazaire, effectivement, preuve à l'appui, graphique à l'appui, ont déterminé qu'entre un paquebot sorti en 2008 et un paquebot sorti en 2022, pour la même compagnie du reste, l'émission de CO2 par passager a été réduite de moitié. Et ces avancées ne se limitent pas aux méga-paquebots les plus récents. D'anciens navires de croisière, qui naviguent depuis plus de 20 ans, peuvent être modernisés pour devenir plus efficients. Au lieu de détruire un bateau encore très solide, que l'on pourrait utiliser encore plusieurs années, la meilleure solution pour nous a été de le rénover, pour le rendre hybride.
En Norvège, cette compagnie de croisière a profité des travaux d'hybridation de ces paquebots pour repenser l'intégralité des navires. Toute notre flotte a fait l'objet de mesures d'économie d'énergie. Je vous parle de la propulsion, du système électrique à bord, de systèmes intelligents pour le chauffage par exemple. On a installé un nouveau système pour réduire les émissions d'oxyde d'azote sur tous nos bateaux. Et cette diminution est de l'ordre de 80%. Autant de technologies qui permettent déjà aux paquebots de croisière de limiter leur impact sur la planète. Mais certains armateurs veulent aller encore plus loin. Dans ce laboratoire de recherche norvégien, les équipes travaillent sur les bateaux du futur, 100% électriques. La principale source d'énergie du navire sera de l'électricité verte, issue de l'éolien et de l'hydraulique. Cette énergie sera stockée dans des batteries géantes à bord du paquebot. Mais pour réduire au maximum la taille de ces batteries, il faudra surtout réduire la consommation énergétique. Paquebot construit avec des matériaux plus légers, nouvelle forme de coque plus hydrodynamique, puissance de propulsion diminuée. Des essais en modèle réduit permettent de tester la viabilité en navigation des technologies développées. Actuellement, nous testons notre modèle réduit d'un navire de 200 mètres de long. On essaie différentes manœuvres dans plusieurs conditions de houle pour s'assurer qu'il se comporte comme prévu dans les vagues. Ensuite, nous mesurons son efficacité énergétique dans ces conditions. Et en parallèle, on s'assure bien sûr de la sécurité du navire pour les passagers et l'équipage. Ce paquebot électrique nouvelle génération devrait fendre les eaux pour la première fois en 2030. D'ici à 2030, ce sera possible grâce à d'énormes batteries, car cette technologie progresse de jour en jour. Comparée aux batteries d'aujourd'hui, elles seront beaucoup plus puissantes, tout en étant plus légères. Mais le tout électrique n'est pas la seule technologie sur laquelle se penchent les armateurs de croisière. De nombreux ingénieurs s'intéressent à la plus connue des méthodes de propulsion marine pour en créer une version 2.0. Ces voiles modernes, construites dans des matériaux rigides ou semi-rigides, sont bien éloignées des traditionnelles voiles en toile. Orientables pour s'adapter au vent, elles peuvent aussi se rétracter pour faciliter le passage sous les ponts. Certaines sont couvertes de panneaux solaires qui permettent de fournir de l'électricité verte aux navires. C'est le mariage des méthodes traditionnelles et des technologies de pointe. Les voiles ne permettront pas de garantir entièrement le fonctionnement des méga-paquebots. C'est une multiplicité de solutions qui doit se mettre en place pour envisager l'avenir. Le futur, c'est la combinaison intelligente de différentes solutions. On peut imaginer par exemple qu'un bateau puisse utiliser en partie un carburant qui serait à base d'hydrogène vert, puisse utiliser une partie du vent pour aider à sa propulsion et également ralentisse sa vitesse de 20 à 30%. Un changement nécessaire pour que les paquebots de croisière continuent à séduire les vacanciers de demain. Les jeunes n'envisagent pas de voyager si cela a un impact négatif. Ils ne veulent tout simplement pas culpabiliser. C'est donc la bonne chose à faire. Selon moi, les entreprises qui aujourd'hui prennent ces choses en considération auront leur place. Celles qui ne prennent pas le sujet au sérieux disparaîtront.